Bonjour à tous et à toutes. 2 semaines ont passé depuis mon dernier vlog de rédaction de thèse. Puis c'était un petit peu ça le projet. Enfin, le projet, je viens de l'élaborer maintenant, mais l'idée, ce serait d'en tourner un à peu près toutes les 2 semaines pour essayer de garder une forme de régularité et de poster le précédent au moment où on tourne le suivant. Parce que ça permet aussi de prendre une sorte de recul pour moi, hein, bien sûr, sur ce qui s'est passé pendant 2 semaines. Et là, ce qui s'est passé pendant 2 semaines, c'est que je suis rentrée dans le vif du sujet, c'est-à-dire que j'ai commencé à rédiger ma thèse. Je suis enfin sortie de l'espèce d'état de stase dans lequel j'étais en train de me perdre dans des milliers de documents. Et alors j'ai rédigé 8 pages en 2 semaines, c'est un maigre bilan, mais en même temps, l'efficacité est allée en augmentant. C'est-à-dire que vraiment les premiers jours, je devais écrire parfois 3 lignes, parfois un paragraphe ou deux, mais voilà, hier par exemple j'ai écrit 3 pages, aujourd'hui une seule pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. La mise dans la rédaction a été compliquée parce que j'avais l'impression de plus savoir écrire, c'est-à-dire que pour construire la moindre phrase, j'avais des soucis. Je me disais, mais comment les phrases s'enchaînent, quels mots je dois mettre entre deux phrases, comment j'introduis une citation, enfin vraiment des questions de base, alors que bon, j'ai quand même écrit déjà 2 mémoires, un article, des communications, enfin je sais écrire avec l'écriture universitaire. Puis bon, l'écriture c'est mon domaine normalement, mais là tout était rouillé, peut-être parce que j'étais extrêmement écrasée par le vide abyssal que représentait mon document Word. Enfin, il n'y avait rien dedans, quoi. Je sais pas. En tout cas, ça a commencé à se dérouiller. C'est un travail... En fait, quand j'étais étudiante en master, j'étais pas du tout rigoureuse. Ce qui fait que je citais assez peu de sources. Ça m'a pas empêché d'avoir des notes correctes et de bons retours, mais bon, j'étais pas une grosse lectrice de littérature secondaire, comme on dit. Alors que là, bon, en thèse, je suis devenue un petit peu plus sérieuse et je me rends compte du coup que l'écriture, parfois pour écrire une ligne, il faut consulter 3 ou 4 fiches. Enfin, il y a du boulot. Enfin bref, ce qui m'a pris du temps dans ces 2 semaines notamment, c'était vraiment la question de la définition des forums, dont je parlais déjà dans mon vlog précédent. Parce qu'il a fallu que j'aille fouiner encore dans des recherches datant des années 2010 en moyenne, pour trouver toutes les définitions qui s'affrontaient. Enfin, elles s'affrontent pas vraiment, on va dire qu'elles se recoupent et qu'elles se complètent. C'était compliqué de trouver une définition qui soit vraiment complète, c'est-à-dire qui définisse toutes les caractéristiques des forums. Et finalement, la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est celle d'une jeune chercheuse. Enfin, en tout cas, elle était une jeune chercheuse quand elle a écrit son article dans les années... en 2011. Et j'ai pas son nom en tête, je suis désolée. Qui avait une démarche intéressante. En fait, elle comparait les forums à d'autres types comment on appelle ça, de formats en fait de communication à distance. Donc elle le comparait aux mails, à la liste de diffusion, aux réseaux sociaux et tout ça. Et c'est par les caractéristiques distinctives qu'elle définissait ensuite le forum. Et j'ai trouvé la démarche intéressante. Et du coup, sa définition était la plus complète de toutes celles que j'ai trouvées, même si pas forcément la plus citée dans la littérature scientifique. Et parfois, il y a certaines définitions qui oubliaient des points super importants. Par exemple, des définitions qui oubliaient de dire que c'était une communication asynchrone. Alors, qu'est-ce que c'est une communication asynchrone ? Ça veut dire pas en temps réel. Par exemple, un mail, c'est asynchrone, et un chat ou le téléphone, c'est synchrone. Voilà. Y en a qui oubliaient de dire que c'était un truc collectif, donc... pour qu'il y ait forum, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs membres. Ce sont des polylogues, hein. Polylogues médiatisés par ordinateur, comme dit Michel Marcochia. Lui, j'ai retenu son nom. Alors, qu'est-ce que c'est des polylogues ? C'est des dialogues à plus que deux, tout simplement. Et c'est important
de dire que ça a plus que 2 parce qu'on n'est pas dans le cadre du mail. Alors il doit exister des forums qui ont eu si peu de succès que seulement 2 personnes les ont investis, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même pas la norme. Et puis bon, après il y avait des caractéristiques des forums qu'on pouvait isoler qui étaient moins distinctives. Par exemple, le fait qu'on soit dans une forme de communication hybride, où on était à la fois dans de l'interpersonnel, c'est-à-dire A s'adresse à B, et dans de la communication de masse, où A s'adresse à plein de gens, un peu comme sur les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire que dans un même topic, vous pouvez avoir un internaute qui répond à un autre, et là il y a une forme de dialogue qui s'enclenche, mais en même temps son message, il est public, donc il est virtuellement adressé à tout le monde. Et puis les messages d'amorce sur les topics sont souvent des messages ouverts, donc ouverts à la communauté des gens sur le forum. Ou à la communauté des internautes si le forum est ouvert, bah, bref. Je suis en train de faire un vlog méga chiant, je suis désolée. Pendant ces 2 semaines, j'ai aussi passé beaucoup de temps à écumer le web parce que, comme je le disais dans mon premier vlog, dans la mesure où on ne peut pas quantifier exactement la désaffection des forums, puisque les organismes qui quantifient le web s'intéressent aux choses qui fonctionnent, pas aux choses qui tombent en désuétude, c'est logique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu écumé le web pour trouver plusieurs types de traces. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir sur la plateforme Quora, qui est une plateforme de questions-réponses, qui est... Enfin, moi je connaissais à peine Quora, et en fait c'est marrant parce que... Enfin, Quora, Q-U-O-R-A, c'est intéressant parce qu'il y a le même nombre d'usagers sur Quora que sur Twitter, enfin d'usagers mensuels. Mais c'est quelque chose de plus transparent, peut-être parce que les usagers sont peut-être un peu plus ponctuels, je sais pas. Enfin bref, il y a un nombre assez élevé de topics sur Quora où des gens posent cette question-là de est-ce que les forums sont en train de mourir, est-ce que les forums sont passés de mode, quel est le futur des forums et tout ça. Donc là je me suis régalée parce que dans tous ces topics-là, j'ai à la fois analysé la formulation des questions, c'est-à-dire qu'il y avait des questions il y avait même des questions qui étaient assez radicales, qui étaient pourquoi les forums existent encore alors qu'on a les réseaux sociaux. Donc là, il y avait une prise de position manifeste. Donc voilà, j'ai un peu analysé la formulation des questions, mais aussi les réponses, qui étaient beaucoup teintées de nostalgie, avec des gens qui étaient oui, les forums, ce sont les seuls vrais endroits sur le web où on peut rencontrer des gens et tout ça. C'est pas faux, hein. Enfin, c'est faux, mais c'est pas faux non plus. Et il y avait aussi une tentative de définition du coup profane de ce qui distinguait les forums des réseaux sociaux. Alors celle que j'ai préférée, c'est quelqu'un qui disait oui maintenant les gens préfèrent le small talk, ils préfèrent les réponses d'une ligne à des questions plutôt que les réponses mûres et saines et sourcées qu'on pouvait faire dans les forums. C'est à la fois faux et pas faux. C'est vrai que en fait le dispositif, donc l'architecte des réseaux sociaux, suppose souvent des échanges assez courts et une hiérarchisation entre le post de base, par exemple c'est une photo sur Instagram ou un post sur Facebook, et les réponses qui en fait sont des commentaires, donc qui sont hiérarchisés et qui ont moins d'importance que le contenu de base. Tandis que sur un forum, vous avez le message d'amorce évidemment, mais ensuite vous avez la prolongation de la conversation sans forme de hiérarchie entre les messages. Ce qui fait que chaque message ayant autant d'importance que les autres, ça incite à écrire des messages plus longs. Enfin j'imagine, hein. Le fait aussi qu'on ait accès à un traitement de texte pour écrire les messages, par rapport à la plupart des réseaux sociaux où en fait on a juste... comment on appelle ça, les petites formes, je sais plus qui utilise cette expression. Vraiment, là vous allez vous rendre compte que je plagie. Non, enfin dans ma thèse évidemment je fais l'effort de retrouver d'où viennent les idées, mais à l'oral je sais pas qui a dit quoi.
Donc les petites formes, donc oui voilà, par exemple sur Facebook ou sur Twitter, vous avez des petites formes, donc un architexte qui est extrêmement prescriptif et qui fait que vous n'allez pas trop choisir comment apparaît votre texte. Bon, sur Twitter, la brièveté, elle est contenue dans l'architecte. Sur Facebook, non. Enfin, je sais pas s'il y a des limites de caractère, mais en tout cas, le simple fait qu'un message un peu trop long s'affiche pas en entier et qu'il faille cliquer sur 3 points, ça raconte quelque chose de l'image du texte qui est contenue dans l'architecte. Tandis que sur un forum, bah, vous pouvez avoir des messages extrêmement longs, avec plein d'hyperliens dedans, avec des italiques, avec des couleurs, enfin, avec du texte qui défile. Ouais. Donc déjà, au niveau de l'architecte, il se passe quelque chose qui fait que sur les forums, on est plutôt incité à être dans des conversations plus sourcées, plus argumentées. Alors évidemment, il faut toujours se méfier de ce que disaient les internautes, il y a une part de nostalgie, etc. Moi, je suis quand même plutôt d'accord avec eux. Il y a autre chose qui était relevée par quelques internautes, qui est aussi que l'identité par défaut sur les forums, c'est une identité pseudonyme plus avatar, tandis que l'identité, pas sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est pas trop le cas par exemple sur Twitter, encore que ça dépend. Enfin, les identités sont plus mimétiques des identités sociales. Et qu'est-ce que ça produit, ça selon l'internaute qui parlait et que je me suis amusée à citer, il disait oui, au début vous pouvez être un peu rebuté par le fait de parler à Ninja 1200-300, mais vous vous rendrez compte au fur et à mesure que ça vous permet de vous focaliser sur ce qu'il dit et pas sur une quantification de sa réputation comme sur les réseaux sociaux. De sa réputation hors ligne et aussi en ligne. Et ça c'est vrai, c'est intéressant les forums de ce point de vue-là parce que l'identité pseudonyme possède des qualités. Alors évidemment en tant que chercheuse, je suis pas censée me prononcer moralement sur quelque chose qui serait mieux et quelque chose qui serait moins bien, mais malgré tout les architectes, de ce qui permet de faire communauté en ligne, induisent fortement la manière dont la communauté va se former et je vais faire une pause parce que je sais plus ce que j'allais dire. Alors je suis désolée, j'ai un voisin qui joue avec sa perceuse à 20h passées. C'est pas cool mais c'est pas grave. J'ai retrouvé ce que je voulais dire parce qu'en fait j'ai commencé par la fin, les questions de définition du format forum et de désaffection du format et tout ça, c'est ce que j'écris ces derniers jours. Mais au début j'ai commencé par un petit précis d'histoire du numérique et d'abord je me suis demandé mais de quoi je vais parler parce que je vais pas refaire toute l'histoire du numérique. Donc qu'est-ce qui m'intéresse moi par rapport au sujet que j'étudie? Puis je me suis dit en fait il y a deux choses. Il y a d'abord la naissance de la micro-informatique. Donc qu'est-ce qui a permis matériellement, techniquement que nous tous on ait accès à des ordinateurs, sachant que les téléphones ce sont des ordinateurs aussi, aujourd'hui en tout cas, nos téléphones portables. Donc ça c'est une chose, et l'autre chose c'est la communication à distance. Donc internet, puis le web, puis tout ça, les dispositifs de communication à distance. Parce que pour l'informatique, il n'y a rien d'évident dans le fait que les particuliers aient eu accès à l'informatique. Au début, c'était pas pensé comme ça, c'est né dans un contexte militaire, puis ça a été repris par des universitaires, et donc on était plus dans des contextes très institutionnels ou commerciaux, où en fait on voulait simplifier les tâches administratives et puis aussi sécuriser les données. C'est un peu comme ça qu'en fait Internet a été inventé. D'abord on parlait du réseau ARPANET parce que l'armée américaine a voulu, on était en pleine guerre froide, a voulu parer au risque de disparition des données par attaque nucléaire. Donc en fait il fallait que les données soient pas à un endroit, mais qu'elles soient un peu décentralisées. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé ARPANET au départ, faut le savoir. Et ils ont inventé les ordinateurs au départ pour faire de la balistique. Donc pour calculer très précisément où allaient tomber les bombes. Super. Le contexte de la naissance du numérique n'est pas super joyeux, mais heureusement très vite c'est repris par les hackers, les hippies, enfin des gens qui vont se dire non en fait ces outils qui sont merveilleux, on va pouvoir les mettre à disposition d'individus
ça va leur donner du pouvoir. Alors est-ce qu'aujourd'hui le numérique nous donne du pouvoir ? En partie oui, en partie non. C'est toujours les grandes tensions avec le numérique. On a des effets les institutions ont encore plus de pouvoir, ou les grandes entreprises des GAFA, quoi. Mais en même temps, les individus peuvent aussi, à condition de posséder une forte numératie, ce qui reconduit d'autres formes d'inégalité, bien sûr, peuvent naviguer dans tout ça. J'en étais où ? Ah oui, j'en étais... Donc voilà, c'était les 2 fils d'histoire que j'avais besoin d'écrire. Puis après, j'ai essayé d'être un peu plus précise sur les forums dans la recherche française, en fait, qui s'est intéressé, pourquoi ? En fait, c'est rigolo, c'est beaucoup les linguistes qui se sont intéressés aux forums. Je l'ai peut-être déjà dit dans mon premier vlog. Parce que ils avaient tout d'un coup à disposition un matériau documentaire assez inédit où ils pouvaient étudier des polylogues sans les avoir enregistrés. En fait, ils étaient enregistrés d'office, donc c'était génial pour eux, c'était tout bénef. Et en plus, en tant que spécialistes des interactions, ils avaient aussi ce format qui était nouveau et qui était sympa à étudier parce qu'il était nouveau. Donc voilà, les linguistes beaucoup, évidemment la socio, évidemment les sociologues sont arrivés aussi assez rapidement, les sciences de l'information et la communication, les sciences politiques aussi, et ça bien avant du coup qu'il y ait les grandes mobilisations type Gilets jaunes, Anonymous et tout ça, qui sont plutôt passées par les réseaux sociaux pour le coup, et voilà. Et moi j'ai rajouté à la fin et la sociologie de la littérature avec mon travail de mémoire et celui de Julien Côté, qui est plus de la sociologie de la littérature, parce que moi mon travail c'était plus une étude des sociabilités littéraires. Est-ce que c'était de la socio de la littérature ? Je ne sais pas. Enfin voilà, du coup... Et oui, d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait une recherche, je me suis dit mais en fait je suis vraiment... Enfin, j'ai pas trop fait de recherche dans la recherche anglophone pour savoir s'il y avait des études sur les forums d'écriture. Du coup, j'ai fait quelques recherches, il n'y a pas grand chose. Il y a surtout des études sur Wattpad, forcément. 38 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. Ça intéresse la recherche, bien sûr. Donc Wattpad et les forums, en fait, sont souvent étudiés, y compris les forums d'écriture, dans une perspective pédagogique. Donc en fait, des forums qui sont mis en place par des instituts de formation qui ensuite les étudient pour voir si ce sont des dispositifs efficaces. Genre dans des MOOC et tout ça. Donc ça, c'est un peu étudié sous ce prisme-là, mais franchement, les forums d'écriture, à part mon travail de mémoire et celui de Julien Côté, il n'y a rien. Alors non, il y a quand même des trucs un peu sur les fanfictions. Là, je passe trop vite. Il y a des trucs sur les fanfictions qui parfois ont lieu sur des forums. Et des trucs aussi sur le RPG, donc le roleplay sur forum. Mais pas beaucoup non plus. Enfin, le forum d'écriture un peu basique qui ne serait pas centré sur la fanfiction ou le RPG n'est pas étudié, en fait, par la recherche. Mais ça, je sais pas pourquoi j'en parle maintenant, parce qu'en fait, ce sera dans l'introduction, c'est pas dans cette partie-là. Et oui, donc là j'en étais à... Du coup, comment est-ce que je documente le fait que les forums soient disparaissants ? Je suis désolée, c'est très circulaire, hein, il n'y a pas trop de cohérence interne dans ce vlog numéro 2, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Donc j'ai documenté, à travers les questions sur Quora, ça c'était chouette, quelques articles dans les médias sur des gens qui se lamentaient de la disparition progressive des forums. Et il y a une archive qui aurait été juste absolument géniale et qui a disparu. Parce que je ne suis pas très chanceuse. En fait, il y a une chercheuse qui s'appelle Camille Palloc-Bergès qui a travaillé sur Usenet plutôt, dans le cadre de son travail de thèse. Et récemment, elle a écrit un petit bouquin sur
le rôle des forums dans la recherche scientifique, il me semble. Et dans sa conclusion, elle parlait un petit peu de cette question de la disparition des forums, et elle disait qu'il y avait une liste de diffusion des chercheurs spécialisés dans les technologies de communication et Internet et tout ça. Je crois une liste de diffusion anglophone. Au cours de laquelle la discussion avait eu lieu entre chercheurs de cette question de la disparition des forums. Mais qu'il y avait un bug, et du coup l'archive a disparu. Donc cette discussion a eu lieu, il y a pas longtemps en plus, je sais plus si c'est en 2017 ou un truc comme ça. Elle a eu lieu entre chercheurs, donc entre gens qui normalement ont un certain recul critique, qui avaient peut-être des sources et tout ça. Il n'en reste rien. Donc je vais juste citer une source manquante pour dire que ça a intéressé la recherche. Mais il n'en reste rien. Et il y a autre chose. Là je le prends par un autre angle pour le coup. C'est sur le forum que j'ai étudié. Je me suis rendu compte en fouillant dans les archives, vraiment les tréfonds du forum, que entre 2005 et 2010, il y avait une section qui n'existe plus aujourd'hui, qui était destinée à faire de la publicité pour d'autres sites. Donc les gens pouvaient venir parler de leur blog ou d'autres forums. Et justement, entre 2005 et 2010, il y avait, enfin très très régulièrement, il faudrait que je quantifie ça un peu mieux, de la publicité pour d'autres forums d'écriture. Ou des forums de lecture, ou des trucs comme ça. Et il y avait toute une petite constellation de forums d'écriture à cette époque, qui étaient voilà, des sortes de pré-réseaux sociaux de l'écriture. À une époque où Wattpad n'existait pas. Alors je sais plus exactement quelle année a été créé Wattpad, il faudrait que je recherche ça. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a une érosion progressive de la publicité pour d'autres forums, tout simplement parce que le forum que j'étudie est devenu presque le seul forum. Il y a eu un espèce d'effet de centralisation, et je sais plus où je lisais ça, il faudrait que je retrouve, ce serait intéressant. Là c'était plus une réflexion profane pour le coup, que tous les gros forums thématiques qui restaient vivants et dynamiques aujourd'hui, c'était des forums qui étaient nés entre 2005 et 2010. C'était pas des forums plus récents. C'était des forums qui avaient réussi à atteindre une taille critique et à centraliser en fait la communauté francophone autour du sujet. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de coexistence possible entre plusieurs petits forums. Alors bien sûr, il existe d'autres forums d'écriture actifs, mais qui vont avoir des spécialisations. Je pense à Cocyclix qui est spécialisé dans les littératures de l'imaginaire. Il y a des forums spécialisés en poésie. Il y a le monde de l'écriture quand même qui est assez dynamique et qui est peut-être du coup le seul, le dernier avec Jeunes Écrivains à être un gros forum généraliste vivant, et il me semble créé en 2006 ou 2007, donc 2 ans après Jeunes Écrivains, ce qui confirmerait en fait l'hypothèse profane. Je serais curieuse de voir dans d'autres domaines, je sais pas, des forums de fans de timbre ou de jardinage, il doit y en avoir forcément. Si on a un peu la même chose, c'est-à-dire dans les années 2005-2010, une constellation de petits forums, et puis une centralisation progressive pour lutter contre les mastodontes que sont les réseaux sociaux, parfois spécialisés, ou les plateformes propriétaires type Wattpad. Voilà. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est une autre manière de documenter ça. Et bon, j'ai presque fini de vous embêter avec mon vlog, mais moi franchement écrire cette partie c'est difficile pour moi parce que moi aussi je suis mélancolique et moi aussi j'ai peur que le forum que j'étudie disparaisse, parce que c'est ma maison depuis 2010. Donc forcément j'ai peur que ça disparaisse. J'ai peur que l'hébergeur ferme, j'ai peur que la communauté retombe comme un soufflet faute de nouvelles inscriptions, ou à cause de départ vers d'autres formats perçus comme plus efficaces. Moi j'ai quand même souvent l'impression que ce qui nous fait plaisir dans les réseaux sociaux, c'est l'aspect clignotant, quoi. C'est le design.
le fait qu'on puisse appuyer sur des boutons pour liker, et pas vraiment les usages proprement dit, parce que très honnêtement, en termes de communauté, d'écriture, de retour sur l'écriture, d'écriture collective et tout, j'ai pas trouvé mieux qu'un forum. Hein. Et pourtant, il y a des communautés d'écrivains qui se réunissent sur Discord, sur Instagram, via Facebook. Et les usages sont beaucoup moins riches. Et ça, enfin, ou alors je suis juste une vieille réac et j'ai pas perçu tout le potentiel, mais vraiment, il y a rien d'aussi riche que les forums. C'est juste que l'interface est pas très moderne et qu'il n'y a pas de petits boutons clignotants, quoi. Voilà, donc juste pour dire que émotionnellement, cette partie est difficile à rédiger. Parce que je pense que quand j'ai commencé ma thèse en 2018, j'avais pas tout à fait pris conscience de l'ampleur du mouvement de fond qui va vers un internet toujours plus propriétaire, plus fermé, plus dans la logique du like, de la quantification de la réputation et tout ça. Et là, je suis un peu obligée de m'en rendre compte et ça me déprime quand même sacrément et ça me fait peur pour la suite. Mais bon, après tout, c'est un peu ce qu'ont vécu les écrivains de la blogosphère en voyant peu à peu les commentaires sur leur blog chuter. Et voilà. À dans 2 semaines.